Bonjour, voici la première vidéo sur les propositions de solutions pour une survie de l'Union européenne, avec de vrais morceaux de critique constructive dedans, qui renvoient souvent à d'autres vidéos, toute une série de vidéos que vous trouverez en description, dont le but est de mettre en évidence les impasses de l'Union européenne. Démocratie, politique sociale, lien avec le Royaume-Uni ont été mes principaux angles d'attaque. Je ne peux que vous encourager à les regarder, histoire de vous aider à vous construire votre propre idée sur l'Union, autrement que via les habituelles déclarations d'amour des eurolates et les «sans elle ce serait la guerre» des pleureuses qui reconnaissent quand même que ça marche pas fort. Celle-ci devrait faire une dizaine de minutes. Un peu long malheureusement, mais en même temps, il s'agit d'un sujet hyper difficile. J'essaye de le rendre accessible, c'est pas évident. Alors voilà. Aujourd'hui, l'Union européenne et la démocratie. La démocratie. Démocratie, démocratie, que signifie-tu? Alors, selon le Larousse que j'ai consulté récemment, la démocratie, c'est un système politique, une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. Donc, pas des entreprises, pas de la propriété privée, pas du monde des finances, pas même d'un gouvernement élu, non, du peuple. C'est aussi un système de rapports établi à l'intérieur d'une institution, d'un groupe, on pourrait ajouter d'un territoire, où il est tenu compte des avis de ceux qui ont à exécuter les tâches commandées. Donc, si une décision doit être prise à un niveau, il est important que la base populaire, multiple et dispersée, soit consultée directement et que chacune de ces parties puisse l'accepter ou la rejeter. Concrètement, aucune des deux définitions ne parle de vote ou d'élection. La démocratie, ce n'est pas le vote ou l'élection. La démocratie, c'est le contrôle du peuple sur ce qui lui arrive. Les élections, à la rigueur, ce n'est qu'un moyen, pas une fin. Alors, les différentes institutions de l'Union européenne sont décrites dans les vidéos précédentes. Leurs pouvoirs s'entremêlent et ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il y a une véritable fusion entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif. Or, une démocratie implique une véritable séparation des pouvoirs. Donc, il faut empêcher le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne ou la Commission de produire du législatif. Et ça, c'est le point 1. Des propositions à adopter pour que l'Union ressemble à une démocratie. Séparer définitivement et vraiment les pouvoirs législatifs et exécutifs. Mais en outre, laisser aux entités fédérées le droit et la possibilité de contester les décisions qui seraient prises du sommet. Des événements comme la contestation par la région wallonne ou l'île de Chypre d'un accord international doivent être considérés comme une excellente chose. Ils sont bien plus l'expression d'un désir démocratique que les larmes d'une ministre canadienne ou les coups de colère d'un député libéral flamand. Deuxièmement, les traités de l'Union européenne imposent une vision unique de l'économie, le libéralisme. La propriété privée, la concurrence et la libre circulation des capitaux sont des valeurs indépassables, plus que le bien-être, bien plus que l'égalité, et même plus que l'état de droit. Plus encore avec les traités de Lisbonne qu'avec les traités précédents. Dans les traités de Lisbonne, on trouve des articles qui imposent, comme si c'était un truc normal, la libre circulation des capitaux et la concurrence sans régulation. Par exemple, l'article 63 du TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dit « Toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. » En d'autres mots, il est interdit de contrôler les mouvements de capitaux entre deux banques de deux pays différents, au risque de les ralentir. Et quoi? Et s'il est dans l'intérêt de la population européenne de réguler ces mouvements? Si on découvre que la libre circulation des capitaux est mauvaise, provoque des crises, risque de déclencher des guerres, réduit l'espérance de vie de certains groupes de gens, est-ce qu'il n'est pas légitime de réguler, voire de bloquer ces déplacements de capitaux? Ben non. Et ce type de préférence au marché, à la compétition, à la concurrence se répète régulièrement dans les traités. Il s'agit de limites violentes contre la démocratie. Elles doivent être levées. Et donc, 2. Une Union européenne viable nécessiterait de gommer des traités les cages économiques. Le marché, la concurrence, la compétitivité, ce ne sont pas des valeurs comme le sont la liberté, l'égalité, le droit à l'existence ou la défense de la démocratie. En incrustation, vous voyez la grosse poignée des articles qui, de manière radicale, bloquent toute possibilité de changer d'optique économique dans l'Union européenne. Tous ces articles sont autant de cadenas contre une politique sociale ou environnementale. Si quelqu'un vous dit qu'il est sincèrement soucieux de produire une politique environnementale active ou de faire pression pour faire pencher l'Union vers plus de social, il suffit de lui montrer tous ces articles. C'est proprement impossible. Conclusion, il faut les supprimer, ainsi que l'article 63.
On a pu voir à travers de nombreux exemples encore récents que le sort des lanceurs d'alerte indiffère l'Union européenne et que rien ne vient pour protéger les futurs Deltour, Robert, Gibault, Assange ou Snowden. Au contraire, on a profité de ces situations pour criminaliser leur action au bénéfice des comportements inciviques des grandes entreprises et des intérêts financiers. Il y a ici un lien avec une inégalité que nous ressentons tous, c'est celle de notre rapport au droit. Les institutions et le droit de l'Union sont tellement opaques qu'une petite minorité de gens très qualifiés est capable de la maîtriser. Et comme l'Union européenne protège avant tout le commerce international, seule cette petite minorité est capable d'en faire profiter qui la paye. Et donc, 3. La démocratisation de l'Union européenne doit signifier la protection absolue des individus qui dénoncent des délits avant toute considération de prétendus droits de confidentialité ou de protection des données des entreprises. Les entreprises ne peuvent pas avoir plus de droits que la collectivité. Il faut donc remettre en question toute la législation européenne qui protège trop le droit des affaires et pas assez celui des gens. Et puis il faut traduire et simplifier le droit pour que des personnes qui sortent de l'enseignement secondaire puissent le comprendre. Sans cela, la dictature du droit ne vaut pas mieux que la dictature d'un roi ou d'un colonel. La démocratie est aussi balayée au niveau national en raison des règles imposées par l'Union européenne. Même lors des crises les plus graves, lorsqu'un État a besoin de protéger ses citoyens ou ses services sociaux, les menaces de sanctions pleuvent, sanctions que les politiques nous présentent toujours comme des barrières infranchissables. Il suffira d'une nouvelle crise systémique des banques et on nous dira que sous prétexte de sauver le marché libéral, on sacrifie les protections des plus faibles. C'est comme ça, c'est inscrit dans les traités. Demandez aux retraités espagnols et grecs, demandez aux travailleurs irlandais et portugais ce qu'il leur reste de leurs revenus. Beaucoup de monde, suite à la crise de 2007, a perdu son logement en Espagne, mais les banques ont été sauvées. Et c'est de cela que Mariano Rajoy se félicitait en 2017 lors du sommet social de Göteborg. Je vous renvoie aux 2 vidéos qui lui sont consacrées. Tout ceci est inscrit dans les traités qui interdisent de faire autre chose. Les traités et leurs protocoles et annexes interdisent à un gouvernement qui le voudrait de sauver la peau des travailleurs, sous prétexte qu'il faut garder des finances saines. L'économie est une fin en soi, pas le bien-être des gens. Mais enfin arrête, il y a de la marge, on négocie pendant les crises, il arrive qu'on aménage les traités. Alors 2 choses. On aménage, oui, quand ça arrange les acteurs les plus forts, comme l'Allemagne ou la France. Il arrive même qu'hypocritement, on laisse l'Italie filer un peu d'endettement. On l'a vu dans les 2-3 dernières années. Mais même quand on aménage, on s'aperçoit que ça ne va pas dans l'intérêt de la population. Et puis les partisans de l'Union européenne ont accepté sans restriction l'apparition de la Troïka, qui n'a aucune légitimité. Cette association de prédateurs sociaux a mis à genoux un gouvernement de gauche démocratique qui cherchait des solutions pour sauver une population rendue malheureuse par l'abus de sa classe politique, religieuse et affairiste. La Troïka a sacrifié un peuple pour éviter une remise en question du libéralisme. Et cela au nom de quoi? Du sauvetage d'un système que l'on ne remet jamais en question, de manière antidémocratique. On doit donc aller plus loin. 4. Il faut interdire tout organisme non démocratique d'intervenir dans les politiques nationales, que ce soit la Banque centrale, le FMI, l'OMC, la Banque mondiale. Ce type d'intervention devrait être immédiatement sanctionné par une véritable condamnation concrète, y compris d'éventuels individus y ayant contribué. Ça ne résoudra pas tout, loin de là, mais les lâches gouvernants qui se sont cachés derrière la Troïka ne pourront plus le faire. Et pour le cas où il faut affronter une crise, il devient nécessaire 5. D'organiser un mécanisme démocratique dont l'objectif est de reconnaître les causes de la crise et d'agir dans l'intérêt de tous. Par démocratique, il faut entendre qu'aucune solution, y compris des mesures de restriction du marché, ne peut lui échapper. N'allons pas chercher ce mécanisme parmi les élus des parlements, ce serait une erreur. La formation de ce mécanisme doit faire l'objet de concertations démocratiques, sans lien avec les lieux de pouvoir habituels. Sinon, ça sert à rien. On retourne à quelque chose que je disais au début. La base de la démocratie, c'est le contrôle par le peuple. Pas le vote, pas les élections, mais la possibilité pour le peuple de s'exprimer, de remettre en question ce qu'on cherche à lui imposer, et d'exprimer un rapport de force s'il le faut, pour aller contre ce qu'on estime injuste ou tout simplement contraire à ses intérêts, même si le décideur a été élu. Le Parlement européen reste encore aujourd'hui un appareil très négligeable dans la production du droit européen. Les europhiles diront que le traité de Lisbonne a cédé du pouvoir au Parlement européen. Le Parlement a été en partie réinstallé dans le circuit de la création de la loi, mais tout en bout de course et tout en restant susceptible d'être contourné dans la plupart des cas. Regardez le tableau ici, que je reprends encore de l'une de mes premières vidéos. Et puis surtout, les citoyens européens restent très éloignés de tout cela. Je ne parle même pas du problème des langues ou de la publicité éparpillée sur le Parlement. Les étages entre les citoyens et la réalité européenne ont été tout simplement multipliés et bétonnés. Mais vous votez enfin, vous élisez des députés européens, ceux que vous voulez.
Oui, non, je prends un peu la voix de Daniel Cohn-Bendit là. On vote pour des gens qui n'ont aucune initiative législative. Autrement dit, ils ne peuvent pas proposer de nouvelles lois. Et au final, leurs discussions peuvent être évacuées si aucune majorité ne va dans le sens des propositions du Conseil européen et de l'initiative de la Commission. Bref, ce qu'il faut produire, c'est 6. Un vrai système dans lequel la production de la loi au niveau de l'Union serait réalisée et acceptée ou refusée par de véritables commissions citoyennes qui puissent analyser, comprendre et voir l'intérêt de ce droit. Est-il utile? Est-il profitable à tous? Quels sont ses inconvénients? Correspond-il à nos valeurs? Et bien sûr, ceci signifie qu'il faut reprendre le droit européen depuis son trognon. Les élections, ce n'est pas l'essence de la démocratie. Les modèles dans l'histoire sont bien plus nombreux qu'il est généralement connu. Je crois qu'à cet égard, nous avons beaucoup à apprendre des solutions originales proposées par des gens tels que David Van Rebroek, par exemple, et son G1000, mais aussi une quantité de penseurs qui poussent vers plus de démocratisation des institutions. Bref, de l'horizontalité dans le processus de décision et une collégialité dans le processus d'exécution. Deux choses encore. 1. Cette vidéo ne parlait que de préoccupations liées à la démocratie dans l'Union européenne. D'autres vidéos parleront des questions fiscales, budgétaires, commerciales, sociales, monétaires et puis de la question internationale. 2. Si on ne parvient pas à obtenir satisfaction sur la question démocratique, peut-on dire qu'il vaut mieux rester dans un truc autoritaire que sortir des traités? Je crois que la réponse est dans la question. Un petit résumé des propositions? 1. Séparation des pouvoirs et contrôle des décisions par les collectivités nationales ou fédérées. 2. Retrait des règles imposant le libéralisme économique. 3. Subordination du droit des entreprises aux intérêts collectifs et protection des lanceurs d'alerte. 4. Interdiction de l'ingérence des organismes non démocratiques dans les affaires des États de l'Union européenne. 5. Instauration d'un organisme démocratique pour réagir face aux crises. 6. Production d'un processus législatif vraiment démocratique. Les expériences de la zone euro enseignent une leçon importante au reste du monde. Prenez garde, ne laissez pas l'intégration économique aller plus vite que l'intégration politique. Si quelqu'un suggère que l'intégration politique découlera naturellement de l'intégration économique, ne l'écoutez pas. John Stiglitz. Et c'est un libéral qui parle, et qui dit ici « N'attendez pas que le commerce entraîne la démocratie. Ça ne marche pas. »